Rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver la tribune Auvergne-Rhône-Alpes aussi en direct du campus régional du numérique. Après cette première partie de matinée animée brillamment par Marie Lian qui dirige le bureau en Auvergne-Rhône-Alpes et que je félicite pour ses interventions avec ses intervenants, on va avoir une deuxième partie de séquence, toujours sur l'industrie et l'industrie du futur, pour parler du plan d'investissement France 2030, des ambitions et des opportunités en Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de Benoît Leménian, qui est à côté de moi, qui est le cofondateur et le président du directoire de Vercor. Donc on va parler d'électricité, bien sûr. Nicolas Bouzou, économiste et essayiste, directeur du cabinet Asterès, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Bonjour Nicolas, avec qui nous allons parler. Et à distance, mais il est avec nous, il est très proche. Je dirais que c'est un des régionaux, évidemment, Alexandre Sobo, qui est le président de France Industrie, mais également le directeur général du groupe Olotte, bien connu. Et vous allez nous intervenir dans quelques instants en Zoom, mais on est ravis de vous avoir avec nous. Alors peut-être pour commencer à adresser le paysage, on en a parlé ce matin, on est dans un moment de transition, Nicolas, important en France, comme dans tout le monde entier, vers des nouvelles industries. On est en train, quelque part, de basculer, on voit bien, d'une forme de révolution industrielle du 19e et du 20e siècle vers celle du 21e siècle. Et cette révolution se nomme électricité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui a été dit lors de l'annonce de ce plan France 2030 ? Est-ce qu'il arrive à son heure ? Victor Hugo disait « les idées les plus puissantes arrivent toujours en leur heure ». Mais est-ce que c'est pas un peu tard ? 2030, c'est que dans 8 ans. Est-ce qu'on peut rattraper le retard ? Est-ce que c'est le bon moment, en tout cas, pour agir ? Je répète du coup parce que mon micro n'était pas branché. Est-ce que c'est tard ? Oui, ça arrive un peu tard. Est-ce que c'est beaucoup d'argent ? 30 milliards d'euros sur 5 ans ? Non, c'est pas énormément d'argent, mais c'est très bien quand même. C'est-à-dire qu'il fallait de toute façon que ce plan vienne. Peut-être sur la philosophie, juste pour qu'on remette un petit peu d'ordre dans tous ces plans dont on parle. On a parlé de France Relance ce matin. L'idée de France Relance, c'était véritablement d'utiliser la crise comme prétexte pour renforcer la capacité des entreprises à utiliser des innovations, à utiliser le numérique, les robots, etc. Ça, c'était France Relance et c'est très bien. France 2030, c'est un peu différent. L'idée de France 2030, c'est pas de pousser les entreprises à utiliser des innovations, mais c'est de pousser les entreprises à innover elles-mêmes dans des secteurs qui sont considérés comme étant stratégiques, en évitant peut-être les écueils du passé. Je pense en particulier, il y a une dizaine d'années, au plan Montebourg, aux filières Montebourg, vous vous en souvenez, c'est-à-dire que c'était évidemment quelque chose qui était bien intentionné sur le papier, mais il y avait énormément de filières, des moyens très dispersés, une gouvernance qui n'était pas bonne, si bien que finalement, 10 ans après, on n'en voit pas véritablement les résultats. Donc, France Relance, l'idée, c'est en effet donc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du numérique, d'essayer d'avoir des entreprises qui elles-mêmes sont des entreprises elles-mêmes très innovantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de le faire relativement rapidement, parce que France 2030, en fait... Et c'est 35 milliards sur 10 ans, dont 5 milliards dès l'an prochain. Oui, c'est pas France 2030. Enfin, l'idée, en tout cas, c'est d'avoir des résultats en 2030, mais de déployer et de faire le maximum de choses ces 5 prochaines années. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste, parce que je vous l'ai dit, en répondant à votre question au début, Philippe, oui, il aurait fallu le faire il y a 5 ans. 30 milliards, non, en fait, il aurait fallu faire les 100 milliards dans le plan France Relance. Mais une fois qu'on a dit ça, quand même, pour voir les choses de façon positive, je trouve que les secteurs sont bien choisis. Il n'y en a pas énormément. Typiquement, l'agriculture, c'est super important. Enfin, en France, c'était un sujet qui avait été un peu délaissé. Or, il y a des innovations aujourd'hui de rupture dans le domaine de l'agroalimentaire, la viande cellulaire, etc. C'est des choses très importantes sur lesquelles on ne peut pas ne pas être. Et puis, un point qui est peut-être un peu plus technique, mais qui est très important en France, c'est que la gouvernance de ce plan me semble plutôt bien faite. Au fond, la critique que font certains de mes amis libéraux, qui consiste à dire « oh là là, mais ça va faire des éléphants blancs, les plans, on a déjà vu ça en France, et ça marche pas », je pense que c'est une critique qui est un peu facile, qui est un peu théorique et qui ne regarde pas comment les choses se passent dans le détail. C'est un plan qui est très, pour parler en très bon français, customer-centric, entrepreneur-centric, enfin, et même territoire-centric, c'est-à-dire que
on essaie quand même d'avoir une gouvernance qui corresponde à ce dont les entreprises ont besoin, à ce dont le marché a besoin, et qui passe beaucoup par les opérateurs qui sont déployés sur les territoires, ce qui a plutôt bien fonctionné avec France Relance. Donc vous voyez, je pense que c'est quand même Non, bien. vous avez raison d'insister sur ce point. D'ailleurs, quand il a été annoncé par le président de la République, il a beaucoup insisté sur ces aspects, que la parole seule n'est pas performative, et même que l'argent seul ne suffit pas. Il faut effectivement s'assurer que sur le terrain, comme vous l'avez dit, ça va vraiment là. Et ça me semble plutôt bien conçu. Alors, on va peut-être demander son avis à Alexandre Sobo. Alexandre Sobo, vous êtes le patron, le président de France Industrie et le patron du groupe Holote, je le disais. Donc, France Industrie, c'est finalement, on s'en souvient, c'est la fusion de l'ancienne fédération GFI et de Cercle de l'Industrie. Donc c'est un, on va dire, un lobbying en faveur de l'industrie que vous faites pour 24 fédérations, je crois, j'ai regardé, 44 groupes y participent. France Industrie, vous êtes content aujourd'hui parce que enfin on reparle de l'industrie en France. Et on parle de l'industrie avec quelque chose de positif, cette idée d'industrie du futur, de faire revenir l'image de l'industrie vers une image finalement qui va séduire notamment les gens pour retourner. C'est pas l'usine de papa finalement, c'est vraiment cette idée de créer, on va en parler des gigafactories, de créer des endroits où on va pouvoir inventer le futur. Je pense que la première chose, effectivement, c'est que France Industrie et les organes qui le constituaient avant portent depuis longtemps l'idée selon laquelle la désindustrialisation de notre pays est un drame. Et quelque part, à toute chose malheur est bon, cette crise a été un formidable révélateur aux yeux de tout le monde de l'extraordinaire faiblesse dans laquelle était la France, compte tenu d'une trentaine d'années de désindustrialisation dans une forme d'indifférence assez générale. Et aujourd'hui, à travers la priorité donnée dans France Relance, le plan France 2030, on essaye de se donner les moyens de réindustrialiser le pays. Et on le fait, il faut le dire, plutôt de la bonne façon, c'est-à-dire d'abord en écoutant les industriels et ensuite en essayant d'aller plutôt construire l'industrie de demain que de faire revenir l'industrie d'hier. Parce que celle qui n'est plus là, celle qui est partie, celle qui a changé, c'est pas là-dessus qu'on construit l'avenir. Et de ce point de vue-là, le plan France 2030, qui est largement inspiré du rapport Potier, qui fixait les grandes stratégies et les grands secteurs où, à travers l'innovation, on avait une chance de construire des filières d'avenir en France, nouvelles, ça, c'est la bonne base. Il y a eu beaucoup d'intelligence, beaucoup d'écoute. Et aujourd'hui, nous, on milite effectivement à travers les priorités qui ont été choisies, à travers tout ce qui va être fait demain dans ce cadre-là, pour une co-construction, c'est-à-dire compte tenu de ce que font nos grands concurrents en Asie, la Chine particulièrement, ou aux États-Unis, le niveau de soutien public, le niveau d'engagement de l'État pour faire face à tous les défis et aux transitions, les deux principales qu'on cite, c'est l'écologique et le numérique, qui vont demander des efforts considérables. Il est inenvisageable de réussir ces transitions en Europe sans un soutien public significatif de l'Europe et de la France. Et donc, c'est autour de cette idée de co-construction, autour de cette idée de définir ensemble des priorités et ensuite d'accompagner les acteurs privés pour que les projets qui portent soient possibles et soient possibles essentiellement en France. C'est toute cette philosophie qu'on soutient et tout à fait en phase avec ce qui a été dit juste avant. La gouvernance sera clé. Le quantum, là aussi, personne ne peut dire si ce sera assez ou pas assez, mais ça fait une somme d'argent significative, ça fait des leviers qui sont entre 3 et 5, donc quand l'État met 1 milliard d'euros, c'est 3, 4 ou 5 milliards d'euros in fine qui s'investissent, donc on voit que ça fait quand même vite pas mal d'argent, et puis après il faut rester manœuvrant, c'est-à-dire on est sur de l'innovation de rupture, on est sur des nouveaux projets, ils n'arriveront pas tous à leur terme, certains devront être réorientés, d'autres devront être soutenus un peu plus que prévu. Donc, toute la façon dont on va gérer ça au quotidien, dont on va accompagner ces projets et aussi dont on va les choisir seront clés dans la réussite du plan. Mais écouter les industriels, mettre une somme d'argent significative sur la table, c'est se donner des vraies chances que ça marche. Alors, on le disait dans la table ronde précédente, l'ARN messager, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, ça arrive à maturité parce qu'il y a une épidémie mondiale qui arrive et qui permet d'apporter une réponse rapide et agile. Et il faut le dire, un très gros niveau de soutien public. C'est-à-dire que c'est aussi l'investissement des États avec la volonté de trouver rapidement un vaccin et les milliards d'euros qui ont été déversés dans un certain nombre de pays sur ces projets qui ont aussi été un facteur clé d'accélération. S'il n'y aurait eu rien, on n'aurait pas réussi.
mais il n'y aurait pas eu ce coup de pouce public en face de la crise sanitaire, je ne sais pas si on en serait là non plus. C'était mon point, je voulais faire le parallèle entre l'ARN messager, qui est une technologie sur laquelle on travaille depuis 20 ans, mais dont on n'avait pas entendu parler, une opinion publique qui a cru que c'était un nouveau vaccin, alors qu'en réalité, c'est simplement une technologie qui arrive à sa maturité au moment où on en a besoin, et ce qui est en train de se passer sur le plan industriel. Alors avant d'en parler avec vous, Bruno Le Maignan, sur Vercors, peut-être simplement, Alexandre Sobo, si je poursuis ce parallèle avec vous, on l'a dit, il y a eu les plans Montebourg, il y a eu il y en avait, je ne sais plus combien, 60. On a eu le sentiment qu'on a convergé vers quelques priorités. Cette critique qu'on peut faire quand même à la France de vouloir être bonne partout, de saupoudrer, est-ce que vous la retenez comme un des éléments aujourd'hui dont on a tiré les leçons? C'est-à-dire qu'avec les quelques priorités qui ont été définies sur France 2030, on peut espérer aller jusqu'au bout et vraiment mettre le paquet, parce que c'est ça la question, investir pour l'avenir, mais en essayant de cibler les endroits où on peut être les meilleurs. Je pense que le sujet, c'est pas tant de vouloir être bon partout que quand on décide de faire quelque chose sur un sujet, de mettre suffisamment de moyens pour réussir. Et en fait, la question, c'est pas tant est-ce qu'on veut traiter 5 sujets, 10 sujets ou 30 sujets, c'est de traiter le nombre de sujets où on a une chance de réussir, on est capable de mettre assez de moyens pour que ça marche. Et finalement, le défaut, les deux défauts de ce qui avait été fait avant, c'est peut-être de vouloir ratisser un peu large, au sens pas forcément faire des choix. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le rapport Potier et un nombre limité et très stratégique de filières d'avenir. Et ensuite, c'est cette co-construction qui consiste à dire, si on veut réussir dans ce secteur, si nous, on vous dit qu'il faut 3 milliards d'argent public, si vous mettez 300 millions, on n'y arrivera pas, parce qu'avec 300 millions, on sait qu'à l'aune de ce qu'au fond nos grands concurrents, à l'aune de ce qu'il faut compte tenu des coûts de développement et de notre capacité à faire, le résultat ne sera pas au rendez-vous. On aura l'occasion d'en parler sur les batteries ou sur quelques autres sujets clés. Il y a l'hydrogène, il y a la santé. À un moment donné, c'est bien choisir le sujet et bien calibrer l'effort pour avoir une chance de réussite. Et finalement, c'est ça qui a manqué avant. C'est pas tellement qu'on en faisait trop, c'est qu'on n'a pas mis les moyens en face de chaque sujet pour avoir une vraie chance de réussir. Alors merci, on va poursuivre là-dessus. Donc avec Benoît Le Maignan. Bonjour monsieur. Bonjour. Le cofondateur et le président du groupe Vercors. Donc je le disais, la révolution, il y en a plein, mais s'il y a une révolution qui va être la révolution de cette décennie, c'est la révolution de l'énergie décarbonée, c'est donc l'électricité. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une personnalité quand même dont l'ombre plane sur cette réunion, c'est Elon Musk, qui a quand même réussi à créer de rien un groupe qui aujourd'hui pèse plus que tous les constructeurs automobiles mondiaux et qui fabrique des voitures, mais qui fabrique d'abord des batteries. Et c'est lui, je crois, qui a le premier popularisé cette idée de créer des gigafactories, la première qu'il a créée aux États-Unis, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à créer cette nouvelle vision de l'industrie. Alors vous qui êtes là pour nous dire comment est-ce qu'on va pouvoir localiser des emplois dans ces gigafactories en France et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, quelle est votre vision finalement? Est-ce que vous voulez être une forme d'Elon Musk français? Alors, j'aurais pas cette prétention. Ce qui est intéressant avec Elon Musk, c'est qu'il a eu une réflexion très tôt qui était vraiment centrée sur la soutenabilité de la vie humaine finalement dans l'écosystème planétaire, et qu'il a ensuite eu une approche très industrielle. Et ce qu'a dit tout à l'heure Alexandre, ou ce qu'on a évoqué, résonne beaucoup pour moi. Moi, je viens d'une génération où il faut vous souvenir que dans les années 2000, les grands dirigeants d'entreprise français réfléchissaient faiblesse, c'est-à-dire que le nec plus ultra, c'était d'être une entreprise sans usine. C'était avoir réussi, c'était ça, c'était l'époque d'Alcatel et ces époques-là. Moi, j'ai travaillé chez Airbus, je sais ce que c'est que l'industrie européenne quand elle est bien organisée, bien soutenue et qu'elle fonctionne, et on voit le champion que ça a donné. Et je souscris pleinement à ce qui a été dit sur le fait de choisir ses combats et de ne pas vouloir être partout. Et une fois qu'on les a choisis, d'y mettre à la fois les moyens, mais aussi l'organisation, la gouvernance et le schéma partenarial qui va bien, parce que c'est des sujets tellement gros, ce dont on parle là, qu'un acteur seul n'est pas capable de les adresser. Donc oui, les batteries, c'est le pétrole de demain. Ce qu'on considère aujourd'hui comme une habitude bien ancrée depuis une centaine d'années, qui est que la mobilité, elle est approvisionnée sur la base de pétrole, va basculer intégralement vers les batteries, avec un push social et politique très important vers cela. Donc Elon Musk a montré que c'était possible, ce qui a été très intéressant. Et on a dans l'équipe chez Vercors plusieurs personnes qui ont passé de nombreuses années chez Tesla. C'est qu'il a montré que finalement, c'était possible de faire un véhicule électrique, qui était un sujet
qui était dans l'air du temps depuis très longtemps, mais qu'on avait complètement oublié ou complètement caché ou complètement occulté. Et aujourd'hui, on le voit, cette révolution est en marche, elle ne va pas se faire toute seule, elle va se faire avec du soutien à la fois public, réglementaire, mais avec quelque chose qui est en train de tout emporter, qui est l'adhésion du grand public, l'adhésion des citoyens à cette technologie-là. Et c'est encore plus satisfaisant pour l'écosystème planétaire, c'est que ça vient avec des bénéfices environnementaux tout à fait considérables. Pour être efficace économiquement, il faut faire des usines, il faut faire des grosses usines, ces fameuses gigafactories, et les faire localement pour tout un tas de raisons que je vais pouvoir développer. Alors justement, c'est quoi une gigafactory à l'échelle française et à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes? Vous voulez en créer une première près de Grenoble, vous cherchez un terrain. Quelles sont les difficultés concrètes qu'on rencontre quand on veut créer une, voire plusieurs, puisque c'est ça à l'échelle de la décennie, gigafactory? Effectivement, on va avoir une première factory dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est un centre de production et de développement qui va regrouper des expertises mondiales mais aussi un écosystème. Alors c'est quoi les difficultés? La première des difficultés, c'est de trouver les talents. C'est de trouver les talents dans une nouvelle industrie. Je pense que ce qui a été la table ronde précédente, la table ronde suivante peuvent en témoigner également. C'est de trouver les talents qui permettent de tirer en fait la filière. Et la France est très attractive. Il y a tout un tas de dispositifs, mais fondamentalement, et nous on le vit depuis un an, on a une capacité à attirer des talents internationaux d'Asie, des États-Unis, de l'ensemble des pays européens qui viennent dans cet écosystème français. Ça fonctionne très bien. On parlait de la gouvernance du plan de relance. Nous, on a découvert quelque chose que je cite là parce que pour nous, ça a été un game changer, c'est tous les mécanismes de passeport talent et les visas passeport talent qui permettent à des étrangers d'intégrer l'écosystème français quasiment en quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on se compare aux États-Unis, je vous assure, est un sacré atout parce que vous voulez travailler aux États-Unis aujourd'hui, bon courage. Vous voulez venir travailler en France ou faire Si venir. je peux me permettre, ça résonne bien dans le débat politique actuel, ce que vous dites. Peut-être, en tout cas, c'est une réalité et ça nous permet vraiment d'avoir des talents qui sont pas tous en Europe, à l'instant où je vous parle, dans le domaine des batteries. Il faut rester ouvert, c'est ça que vous dites. On a besoin de rester ouvert parce qu'on a une capacité d'attraction qui est forte et on est par ailleurs le premier marché mondial dans ces technologies-là. Et puis c'est très important du coup d'ancrer ces actifs. On reviendra sur les compétences et les talents, notamment avec Alexandre Sauveau, puisqu'il est ancien président de l'UMM, évidemment, connaît très bien ces questions de formation. Peut-être concrètement, donc vous voulez ouvrir une gigafactory. Alors Comment après ça se passe? une gigafactory, il faut déjà trouver un terrain, déjà trouver des terrains. Et là, à nouveau, le gouvernement a travaillé avec tout ce qui s'appelle les dispositifs Choose France et tous les dispositifs de terrain clés en main qui permettent d'identifier des sites d'implantation possibles. Une gigafactory, pour vous le représenter, c'est un bâtiment qui fait 500 mètres sur 300 mètres, donc c'est déjà conséquent. Ça va regrouper 2000 emplois à terme, emplois directs, avec tous les emplois indirects qui vont... C'est une petite ville, hein, à l'échelle. Alors Un petit village, enfin un gros village. Ça peut être une petite ville, mais parce qu'on est aussi sensible à l'impact environnemental, on essaye aussi de s'installer dans des territoires qui sont déjà en capacité d'accueillir une telle dynamique et pas d'aller se mettre dans une zone complètement agricole comme ça a pu être fait dans le passé. Donc il faut trouver ce site d'implantation, il faut s'assurer que l'écosystème comprend ce que c'est qu'un projet industriel comme cela. Et en France, on a des zones qui sont très sérieuses et très expérimentées là-dessus. Donc vous n'avez pas encore trouvé le lieu. Alors on a trouvé les lieux, parce que pour l'instant on a plusieurs lieux en identification. On a trouvé le lieu d'implantation de la première usine qui sera en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera dans la métropole grenobloise, qui sera une première usine très importante pour nous, qui va déjà nous permettre de faire beaucoup de production et de développement. Et puis les usines qui arrivent derrière, on a plusieurs sites identifiés en France et on espère aussi pas qu'en France à terme. Alors en deux mots, on a un peu de temps, votre vision de l'évolution du marché de la batterie. On en a un peu parlé en préparant cette émission. Si on se projette à 2030, le président de la République, notamment pour la voiture, a dit qu'il faudrait arriver à avoir une capacité de production de 2 millions de véhicules en France, électrifiés. Il a dit, c'est pas que des véhicules, il y aura donc besoin de batteries. Comment vous pouvez vous insérer dans ce plan? Alors nous, notre vision à 2030, c'est d'avoir peut-être 2 usines dans le territoire européen, au moins une ou 2 en France, une autre dans un autre pays. Il y a d'autres pays également qui sont demandeurs. La géopolitique des batteries est en train de beaucoup changer. Historiquement, l'Asie et la Chine avaient une place importante. Les États-Unis accélèrent fort et l'Europe accélère également très fort. Ce qu'on voit également, et c'est très important, c'est que les batteries, c'est une brique d'une chaîne de valeur. Il y a en amont la production des matériaux, il y a un travail aussi autour de la transformation de matériaux issus de mines ou de, par exemple pour le lithium ou de réserves de lithium qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Et après, il y a toute la chaîne du recyclage. J'insiste là-dessus parce qu'un des éléments sur lesquels la France a des atouts considérables, c'est qu'on a aussi
tous les partenaires industriels pour faire le bouclage avec le recyclage, la réutilisation. Veolia, Suez qui travaillent Des Veolia, des Suez, des Eramet, des Arkema qui est notre partenaire et ces acteurs-là. Donc une vraie volonté. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on a tous les éléments de cette chaîne de valeur. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que il y a quand même un questionnement sur la dimension écologique d'une production de masse de batteries électriques. Les terres critiques qui sont dans le mode de production. Alors on a un pas vrai problème. Et puis la question du recyclage, effectivement. Oui, alors il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. On pourrait en parler longtemps. Vous êtes là pour les lever. Là, je vais essayer d'en lever certaines. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de terres rares dans des batteries. On va utiliser des métaux dont certains peuvent être considérés comme rares, mais il faudrait avoir un géologue avec nous pour pouvoir aller plus loin sur cette question-là. En tout cas, il n'y a pas de problème de disponibilité de ces ressources-là. L'enjeu, et notre enjeu économique et environnemental, il est d'avoir, et on va l'avoir en Auvergne-Rhône-Alpes très tôt et très vite, cette boucle de recyclage, à la fois pour retraiter les déchets de production qu'on a au démarrage de ces usines-là, mais aussi pour qu'une fois que votre voiture, qui soit dit en passant a une durée de vie qui est considérable, une voiture aujourd'hui électrique, sa fin de vie n'est rarement liée à la fin de vie de ses batteries. Les batteries, ça fait 1 million de kilomètres, ça fait 800 000 kilomètres. C'est rare qu'un siège de voiture tienne 1 million de kilomètres, malheureusement, aujourd'hui. Donc, on va avoir un modèle qui va changer. Et boucler la boucle, pour nous, c'est aussi sécuriser l'approvisionnement en matières premières pour les batteries de demain. Donc, en fait, les matériaux qu'on va mettre dans une batterie, le lithium, le cobalt, le manganèse, ils ne sont pas consommés, ils ne sont pas utilisés. Ils restent là pendant toute la vie du véhicule. Et ensuite, on vient les retraiter et repartir pour un cycle complémentaire dans une nouvelle batterie. Et on a les compétences, on a les entreprises, on a les partenaires dans le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et on va faire notre premier site de recyclage sur ce territoire-là qui est, et je termine là-dessus, l'Auvergne-Rhône-Alpes est le territoire qui a la capacité d'être le plus innovant et le plus dynamique sur la question des batteries. Et on ne le voit pas suffisamment. J'insiste un peu là-dessus, pardon, mais on ne le voit pas suffisamment. On est là pour le montrer. Juste un dernier mot. Combien d'emplois potentiels vous espérez créer dans cette filière la filière, moi je peux répondre pour ce que je vois côté Vercors. On aura entre 2000 et 2500 emplois directs à l'horizon 2025-2026. Un petit peu plus, un petit peu moins, suivant la dynamique de croissance qu'on va avoir. Je pense que c'est une filière qui va être à plusieurs dizaines de milliers d'emplois quand on fait toute la chaîne de valeur. Et encore une fois, la France, de ce que nous en avons vu, est de loin le pays européen qui a le plus d'atouts pour prendre des parts de marché très importantes, fournir bien sûr les clients français, les automobiles qui seront produites en France, mais également rayonner sur l'ensemble du territoire européen et au-delà. On est contacté, nous, par des acteurs américains qui souhaitent qu'on puisse leur fournir des produits. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas être dépendants de l'Asie, ça c'est très important, et que notre capacité à avoir des productions qui ont un impact carbone faible est quelque chose qui, pour eux, est extrêmement important également. Nicolas, quelques remarques justement sur ce point, cette géopolitique de l'énergie du futur, de l'électricité, des batteries, entre la Chine qui aujourd'hui domine, enfin l'Asie qui domine. Et vous croyez à la capacité de l'Europe de effectivement générer sa propre autonomie dans ce domaine ? Oui, j'y crois. Alors déjà, la transition écologique, c'est avant tout la transition énergétique. Quand vous regardez les sources d'émissions de carbone ou d'équivalent de carbone, protoxyde d'azote, méthane, etc., vous voyez que c'est vraiment la production d'électricité qui en produit le plus. Et donc, il faut décarboner l'électricité, mais ça, on l'entend tout le temps, mais c'est pas suffisant. Il faut décarboner l'électricité et en même temps accroître considérablement nos capacités de production électrique. Donc vous voyez, c'est pas simplement une question de décarbonation, c'est aussi une question d'accroissement de la puissance électrique. Puisque si on électrifie le réseau de transport, il faut l'électrifier évidemment avec de l'électricité décarbonée. C'est l'histoire du vélo électrique chinois qui est alimenté par une centrale à charbon qui pollue plus que si on prend son diesel. Donc il faut évidemment de l'électricité décarbonée, mais il faut énormément de production d'électricité. Je le dis au passage, d'ailleurs, excellente nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'une en Europe qui émet le plus, qui produit le plus d'électricité décarbonée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est très intéressant, sur les histoires un peu démodées, d'entreprises faiblesses, etc. En fait, aujourd'hui, dans le monde, ce que l'on voit, c'est un changement complet de l'organisation industrielle. C'est-à-dire que ce que l'on nous avait appris, y compris ma génération, moi j'ai pas l'âge de Mathusalem, mais ce qu'on nous avait appris dans les universités, les écoles de commerce, les Sciences Po, etc., c'était que les entreprises devaient se spécialiser sur leur cœur de métier, là où elles étaient bonnes. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est au contraire le grand retour de l'intégration verticale. On parlait d'Elon Musk. Elon Musk, c'est Tesla par exemple, il produit lui-même beaucoup de semi-conducteurs. Et donc aujourd'hui,
ils souffrent moins d'une pénurie de semi-conducteurs que Opel, par exemple, mais c'est vrai de beaucoup d'autres constructeurs automobiles qui ne sont plus en capacité de mettre sur le marché de nouvelles voitures, ce qui au passage d'ailleurs fait fondre aussi leur stock d'occasion, donc les concessionnaires se retrouvent sans voiture, pour cette raison des Voiture d'occasion semi-conducteurs. coûte plus cher qu'une voiture neuve en ce moment, par exemple. Oui, c'est la théorie de absolument, c'est la théorie de l'arbitrage. Dernier point. Si vous prenez par exemple, je reviens un instant sur Elon Musk, SpaceX, on dit SpaceX c'est un concurrent d'Ariane Espace, mais c'est pas vrai. Ariane Espace c'est une entreprise, si vous avez un satellite qui vous l'envoie sur la bonne orbite, etc. SpaceX, il fait ça, mais il produit ses fusées et il est de plus en plus un opérateur de télécom, un concurrent d'Orange. D'accord ? Donc vous voyez ce que ça veut dire, l'intégration verticale. Et donc nous, il faut qu'on soit capable d'accepter le retour, au fond, de ces grandes entreprises très intégrées. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en Europe, c'est un peu un défi intellectuel. Parce qu'on est un peu obsédé par les histoires de concurrence, etc. Là, ce que je décris, c'est pas hyper concurrentiel au sens du XXe siècle. On entend ce que vous dites, Nicolas. On va demander à Alexandre Sobo ce qu'il en pense. Est-ce que c'est, comme le dit Nicolas, une forme d'intégration verticale de grands groupes à la Schebel, ou en tout cas ce modèle-là, ou est-ce que, en tout cas, vous disiez les conditions de la réussite, c'était de bien mettre l'argent, le paquet, là où on avait décidé d'être les meilleurs. Est-ce que c'est pas aussi, et je crois que je parle à l'ancien président de l'UMM qui connaît bien toutes ces questions, la question aussi de la bonne organisation de la filière. On a dit tout à l'heure, il y a une filière qui marche bien en France, qui a eu des succès, même si elle est affectée aujourd'hui par la crise sanitaire, c'est l'aéronautique, et elle en aura d'autres, des succès. Elle travaille sur l'avion hydrogène, elle a une capacité à s'intégrer et à travailler ensemble. Est-ce que pour cette nouvelle industrie du futur, notamment ce que nous a présenté tout à l'heure Benoît Leménian, vous pensez que quelles seraient les conditions de la réussite du fonctionnement de cette filière ? Je pense que ça a été très bien dit. En fait, c'est pas tant est-ce qu'on est intégré ou désintégré, mais c'est est-ce que tous les facteurs clés de succès, toutes les composants clés sont suffisamment maîtrisés pour qu'on ne se retrouve pas en rupture. Et donc, la première chose à faire, c'est une bonne analyse de tout ce qui sont les conditions de succès. Et face à toutes les transformations du monde industriel, les schémas anciens sont effectivement bien secoués par tout ce qui change. Et là où les gens considéraient les composants électroniques comme une commodité qui existait en quantité quasi infinie et qu'on avait en claquant des doigts, on s'aperçoit qu'avec ce monde qui change, et avec toutes les transitions en cours, finalement, l'environnement ayant changé, la façon dont il faut regarder ce sujet a changé. Et ceux qui l'ont vu avant les autres se retrouvent en position de force. Et derrière ça, c'est effectivement l'organisation de la filière, c'est quels sont les acteurs et les métiers qui vont rendre le succès possible. Et être sûr qu'ils sont autour de la table, avec quelques réflexions, alors pas orthogonales, mais pas complètement en ligne avec ce qui était la doctrine de la concurrence libre. C'est aujourd'hui, nos grands concurrents, ils sont ou américains ou chinois. Et donc, il faut qu'on arrive à s'organiser en Europe pour avoir des gens qui travaillent mieux ensemble. Parce que finalement, là où dans le monde d'avant-hier, le concurrent, il était de l'autre côté de la ville, là où dans le monde d'hier, il était juste de l'autre côté de la frontière, dans le monde de demain, avec la réduction des distances, avec les ruptures techno et avec la quantité d'argent investi par les États et les industriels, il va être beaucoup plus loin. Donc, la capacité des acteurs français, évidemment, et parfois européens, à travailler ensemble est une condition du succès, c'est incontestable. Ça, Benoît Leménian, il y a trois grands acteurs. Hein. Il y a ACC, Saft et les autres, il y a vous, il y a Northvolt. Est-ce que vous pensez, comme le dit Alexandre Sobo, qu'il va falloir que vous travailliez ensemble, que vous coopériez ? On sait qu'il y a ce projet d'Airbus des batteries. On ne sait pas très bien s'il sera réalité avec nos amis allemands. Alors, je souscris pleinement à ce qui a été dit. Aujourd'hui, pour revenir aussi sur ce qui a été dit sur cette dimension concurrentielle, on se voit encore opposer des arguments. On dit comment vous allez être compétitif avec la Chine ? Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on compte dans le compte de résultats quand on parle de compétitivité ? Pardon, mais enfin, on ne compte pas tout à fait la même chose. Et je voyais dans les Échos ce matin, la Chine, 30% des grandes sociétés, c'est quasiment des sociétés d'État.
Et donc arrêtons d'être un peu l'idiot du village qui croit que simplement en faisant bien notre boulot, on va gagner, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc évidemment qu'on discute et qu'on a des collaborations et des partenariats avec les acteurs que vous avez cités. Northvolt, qui est finalement créé par Peter et Paolo à l'issue de leur expérience chez Tesla, avec cette volonté aussi d'intégration verticale forte. J'ajouterais que ce qui est très important, c'est aussi d'être dans une logique de partenariat pour sécuriser des sous-jacents physiques de nos activités qui jusqu'ici n'étaient jamais visibles. La crise des semi-conducteurs, elle a cet avantage qu'elle fait prendre conscience à tout le monde que le monde n'est pas infini. Et il y a quelques années, il y avait eu beaucoup de colloques autour d'un bouquin qui s'appelait Un monde de ressources rares, qui souvent était vu comme un peu décorrélé de certaines réalités. Ce qu'on vit aujourd'hui, et on a tous plein d'exemples dans les semi-conducteurs, mais aussi dans les containers. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de containers pour trimballer des choses, parce qu'ils sont tous utilisés. Donc, il y a des... Justement, vous citez les Échos, vous serez content, on aime beaucoup ce journal, à la Tribune. Mais alors, moi, je vais vous citer la Tribune. On a fait un dossier d'une vingtaine d'articles il y a quelques jours, que je vous recommande de lire si vous êtes abonné, bien sûr, et c'est pas cher, sur la bataille des métaux critiques. Vous disiez, c'est pas les terres rares qui ne sont pas rares, mais c'est un sujet, les métaux critiques, Tout à fait. sur lequel il y a une guerre, peut-être qu'il y aura demain des guerres, des vraies guerres. En tout cas, il y a une guerre géopolitique qui se déroule. Comment votre industrie est exposée à ce risque-là? Alors c'est un très bon dossier que j'ai lu et c'est un très bon sujet. Comment on est exposé? On est dépendant, parce que pour faire des batteries, on a besoin de cuivre, de lithium, de cobalt, de manganèse, comme je l'ai dit. Donc on est exposé, on est dépendant. Les ressources sont disponibles. La difficulté, le risque qu'on identifie, et tous, ACC, Northvolt et tous les autres acteurs, c'est que clairement la Chine a préempté une partie significative, soit des mines, en achetant directement des mines, par exemple en Chine, soit en Afrique, soit des filières de traitement, d'accord, de traitement et de préparation de ces matériaux. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a une démarche de sécurisation des matières premières auprès de mineurs, ou carrément des mines, et on est en train de faire venir une filière en Europe de préparation de ces matériaux. Voilà comment, concrètement, on répond à cet enjeu. Alors, Alexandre Sobo, il y a un autre point absolument clé dans tous les secteurs de France 2030 et de la réindustrialisation, on en a beaucoup parlé toute la matinée, c'est la formation et c'est les compétences. Aujourd'hui, il y a les pénuries de semi-conducteurs et les risques sur les métaux critiques, mais est-ce que le principal danger, c'est la pénurie de compétences, et comment est-ce qu'on peut y répondre? Alors, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites en matière de formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 500 000 apprentis aujourd'hui. Ça va mieux qu'avant. On est dans un modèle qui s'est probablement professionnalisé, mais ça reste encore insuffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer vraiment toute notre jeunesse à ces métiers de demain? Alors d'abord, je pense que c'est surtout le sujet où si on n'y arrive pas, on pourra s'en vouloir. C'est eux qui nous en voudront, je vais vous dire. Oui, mais c'est vraiment notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on parle d'approche stratégique et qu'on parle de mines dans des pays éloignés, on peut faire notre travail, mais à un moment, s'il y a un pays qui se ferme ou s'il y a un changement d'orientation politique ou des conflits qui sont pas sous notre contrôle, évidemment, on en subira comme tout le monde les conséquences. Sur les compétences, on a la chance d'avoir un formidable système de formation, des bonnes écoles d'ingénieurs, des profs de bon niveau. Donc la question, c'est comment on met cet appareil au service des besoins de demain. Alors, on l'a vu, vous citiez l'alternance. C'est vrai que je crois que sur 2021, on est parti pour faire plus de 600 000, donc encore en hausse, un doublement en quelques années. Donc ça montre bien que quand on libéralise, qu'on écoute les entreprises, les choses et qu'on a les bons soutiens et les bonnes simplifications, ça marche. Mais on n'a pas que ce sujet. Il y a toute la formation des collaborateurs en place, la formation continue, l'évolution, la réorientation. Quand il y a des métiers qui s'arrêtent, on voit que la fabrication de batteries, elle va venir à la place des moteurs thermiques. Ça met un challenge formidable sur la filière auto. Et notre capacité à accompagner la très grande majorité des collaborateurs dont le métier va s'arrêter à cause de ce changement technologique majeur, pour leur donner les compétences dont on a besoin dans des métiers connexes, il est fondamental. On parle de 120 à 150 000 emplois qui pourraient disparaître dans l'automobile quand même. Se transformer, parce qu'ils seront en partie remplacés, certains feront des choses à côté, et on retrouve les deux sujets qui sont c'est quoi les besoins de demain? Et là, on a toute la problématique finalement, c'est pas tant un métier que des savoir-faire qu'il faut identifier pour finalement ne pas tout refaire. C'est-à-dire qu'une personne avec son métier, il a plein de briques de compétences. Et pour en faire un autre, il y a peut-être la moitié ou les 2/3 de ces briques de compétences qu'il maîtrise déjà et qui sont utiles. Et donc, il faut juste lui compléter sur les bouts qui manquent. Et si on veut absolument tout refaire, on va dépenser trop d'argent,
on va démoraliser les gens parce qu'on veut leur réapprendre des choses qu'ils savent déjà et ça va prendre plus de temps que nécessaire. Donc, on a un énorme travail de segmentation et d'identification des besoins, de ce dont nous, entreprises, on a besoin et aussi de ce que les gens savent faire pour concentrer l'effort là où il y a des manques. Et c'est autour de toutes ces réflexions qu'il faut avancer. Et de ce point de vue-là, le cœur du sujet, c'est le besoin des entreprises demain. Et c'est ça qui doit être le guide. On parle de métiers en tension, on parle de pénurie, on parle de besoins de demain autour des data scientists, par exemple, mais il y a plein d'autres métiers qui se développent. Si on n'arrive pas à concentrer l'effort à cet endroit-là, on aura fait le travail sur la compétitivité si la baisse des impôts se poursuit, on aura fait le travail de co-construction, de sélection des filières, donc on sera au rendez-vous et au moment où Benoît voudra lancer son usine, il lui manquera 25% des effectifs dont il a besoin parce qu'on ne s'est pas occupé de la ressource en hommes. Et là, ce sera vraiment désespérant. Donc c'est ce chantier-là qu'il faut le plus vite possible mettre en œuvre pour être sûr que si on a fait tout le reste bien, ça va tourner et c'est tout à fait possible. Alors, le mot de la fin, justement, à Benoît Lemeillan sur ce sujet et notamment sur les priorités dans les moments proches pour essayer de créer ces nouveaux emplois, ces formations. Apprentissage, ça marche, ça se développe très fort. On a des métiers qui sont très attractifs, des secteurs très attractifs. Et j'aime aussi le mot de mobilité professionnelle horizontale. Je donne juste un seul exemple. Dans le monde des batteries, il y a une étape de fabrication qui s'apparente à de l'impression. C'est des métiers qui viennent de la papeterie. Vous savez que les papeteries ont beaucoup disparu, il en reste moins. Et bien, il y a des compétences qui sont quasiment les mêmes. Donc, il s'agit aussi d'être capable de faire ces ponts-là d'un secteur à l'autre pour venir chercher les compétences dont on a besoin. Les maréchaux ferrants sont devenus garagistes et ils vont devenir des spécialistes de l'électricité. Merci beaucoup de nous avoir suivis.